chaque président est différent. Donc on ne peut pas dire que ce qui était bon pour l'un était bon pour l'autre et vice-versa. Teddy Riner, on s'est dit quoi? Ben, bonjour, ben, je suis Guadeloupéen, ah ben c'est bien, bravo, félicitations pour vous aussi. Et puis voilà, des mots simples. Si je dois parler du président Hollande, c'est vrai que c'était un président qui était vraiment très attentif à la nourriture, qui aimait bien manger. Je ne cours pas derrière les prix, dans le sens où les distinctions, si elles arrivent, elles arriveront. Parce que si on reste focus dessus, c'est le meilleur moyen de les rater. Bonjour et bienvenue dans votre émission Divan Indigo qui vous emmène dans l'intimité de celles et ceux qui font rayonner l'outre-mer. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. Aujourd'hui, notre invité a évolué dans les cuisines de 2 présidents de la République. Il est aussi à l'aise dans un palace parisien que chez vous, prêt à partager des recettes de notre gastronomie créole, des plats à déguster pendant les fêtes de fin d'année et bien sûr au-delà. Bonjour, chef Nathan Geoffroy. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir. Merci. De 2015 à 2018, vous avez rejoint l'Élysée au service de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Alors, est-ce que c'était un rêve pour vous de travailler pour 2 présidents de la République? Ben, déjà, merci beaucoup. C'est la chose exacte. C'était un rêve, non, parce que ça s'est réalisé comme ça devait se faire. Et aujourd'hui, ben, j'en suis content parce que ça m'apporte toujours des choses positives. Et c'est quelque chose qui m'a été très bénéfique dans mon parcours culinaire. Vous étiez chargé à l'époque donc de la préparation et cuisson des viandes, poissons, légumes, sauces. Aujourd'hui, donc, moi... À l'Élysée, Oui, vous étiez. bien sûr. Mais avant de nous en dire plus sur les coulisses, justement, sur vos journées là-bas, dites-nous, quels étaient les plats préférés de François Hollande et d'Emmanuel Macron? Ça, c'est des questions que malheureusement, on a toujours briefées. C'est des choses qu'on ne peut pas dévoiler. Ça restera toujours dans l'enceinte même des cuisines. Mais j'ai fait ma petite enquête. Après, vous pouvez, mais c'est vrai que maintenant, dans ma bouche... François Hollande, Oui. il aime beaucoup ses entrecôtes frites. Peut-être. Peut-être. Et il aime beaucoup les pommes de terre. Sûrement. Donc, 2 fois, oui. Non, mais après, sincèrement, si je dois parler du président Hollande, c'est vrai que c'était un président qui était vraiment très attentif à la nourriture, qui aimait bien manger. À chaque fois, on avait des beaux plats lorsqu'il y avait différents dîners ou même réceptions, déjeuners. C'est vraiment des plats limite de concours qui sortaient. C'était vraiment très, 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 très beau. Et c'est vrai que ça m'a forgé ça a forgé ma cuisine. De toujours avoir ce sens du détail et cette rigueur du goût, du visuel et surtout ben, de pouvoir voilà, travailler auprès de gens qui sont très, très expérimentés. Et Emmanuel Macron n'aime pas manger, lui. C'était différent. Il est différent, c'était un autre rythme. Un autre rythme. Il y avait toujours ce genre de plat, mais c'était vraiment différent. Chaque président est différent. Donc on ne peut pas dire que ce qui était bon pour l'un était bon pour l'autre et vice-versa. Alors, il y a aussi les ingrédients qu'on ne peut pas utiliser. Et là aussi, enquête, François Hollande, c'est pas d'artichaut, pas d'olive. Vous confirmez? Je n'affirme pas. Non, mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y avait beaucoup d'ingrédients, mais au-delà de ça, et aussi, ils essayaient de pas forcément utiliser de produits qui étaient trop nobles, trop chers aussi, parce que bon, voilà, on était quand même dans une conjoncture économique qui était celle qu'elle était, donc c'est vrai que bon, dans l'idée, on faisait avec des beaux produits, mais non plus pas non plus des choses extrêmement onéreuses pour voilà. À l'Élysée, il y a les repas pour le président, pour le personnel, les réceptions, les dîners d'État. C'est un rythme très soutenu, une pression qui était permanente. Ouais, sincèrement, à cette époque-là, j'étais très jeune, donc je voyais pas. Je voyais pas parce que j'apprenais. J'étais quelqu'un qui était féru d'apprentissage, que quand j'apprends pas, je m'ennuie. Donc, in fine, ça m'intéresse pas. Sauf que là, j'étais constamment intéressé, même surintéressé. C'était des journées, des mois, des semaines où on compte pas les heures, on compte pas même les jours, on sait même plus quelle journée parce que tellement qu'on a enchaîné. Parce que des fois, soit les dîners s'enchaînent, soit les dîners d'État s'enchaînent, soit les réceptions s'enchaînent. Et au final, chaque format a un temps de préparation. Si on parle de dîner d'État, c'était minimum 3 jours de préparation. Juste de préparation. Et au préalable, c'était au moins
1 à 2 mois que les chefs et les seconds élaboraient les menus, après nous on les avait, et voilà. Donc sincèrement, c'était un très très gros travail. Moi, à mon époque, j'en voyais, entre guillemets, que la fin, parce qu'il y avait un très gros processus en amont, mais sinon, la fin était costaud. Mais la fin était quand même, c'est la réalisation, Voilà, donc c'est ça. vous joueriez quand même un rôle essentiel à ce Oui, moment-là. en fait, rôle essentiel, moi j'ai la modestie de dire que j'avais le rôle que j'avais. Je ne vais pas non plus dire que j'avais un rôle essentiel parce que bon, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est très humble par rapport à ça. Peu importe le nombre de personnes qui sont en cuisine, euh, tout le monde est indispensable, mais personne n'est irremplaçable. Donc, partant de là, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mes tâches, j'ai fait ce qu'on m'avait demandé de faire, j'ai fait ce qu'on me demandait de faire. Et aujourd'hui, avec l'observation, avec la malice, avec l'œil qui traîne un peu à droite à gauche, ben, on capte des choses, on arrive à comprendre d'autres choses, on arrive à maintenant à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir réussir à faire. Voilà. Mais toujours à l'Élysée. Parce que du coup, là, vous nous donnez envie, c'est une mise en bouche de savoir plus dans ces coulisses. Est-ce que, par exemple, vous pouvez décrire une journée en cuisine à l'Élysée? Une journée en cuisine, alors, une journée en cuisine à l'Élysée, ben, on arrive le matin, on a des vestiaires, on se change, on a la chance de pouvoir prendre un petit déjeuner, donc avec ben, ce qu'il y a, du pain, de la confiture, voilà, et un café. Et après, on commence à 8 heures. Et à 8 heures, on a le planning de là où nous sommes affectés parce que les postes sont tournants. En tout cas, à mon époque, les postes étaient tournants, donc on n'avait pas un poste spécifique. Il y avait le chaud, le froid, le garde-manger, les cocktails, les avions, donc, et le service président. Les avions pour les Voilà, novices comme moi. donc les avions, quand je dis avions, c'est tout ce qui est catering. Donc, lorsqu'il y a déplacement de président, du président ou Ah, donc des. c'est la nourriture pour les avions. Exactement, c'est Ah, vrai ok, que c'est d'accord. pas, c'est pas Servère, c'est pas des entreprises qui vont le faire, c'est vraiment nous qui allons préparer pour la présidence et c'est scellé par les militaires de ville accouplés, donc c'est carré. À ce niveau-là, c'est carré. Vous n'avez pas fini hein, pour la journée parce que vous étiez, on arrive, Hmm. on nous donne les tâches. Ouais, ouais, voilà, ouais. Donc les tâches sont affichées l'affectation de poste était affichée. Donc on savait si on était au chaud, au froid, aux entrées, au cocktail avion ou au service du président. Donc on arrive le matin, on regarde où on est et on est affecté avec un chef de parti parce qu'à l'époque j'étais commis cuisine. Et donc à cette époque-là, ben, on est avec le chef de parti, le second, et donc on est là et on attend, on attend, on sait ce qu'on a à faire, mais surtout qu'on attend qu'est-ce qu'on doit faire précisément. Parce qu'on est quand même encadré et pour sortir des choses totalement convenables. j'ai envie de Et dire. quand, une fois que c'est parti, là, ça s'enchaîne et Après, quand voilà. c'est parti, la journée, elle se déroule au plus calme qu'on a à l'Élysée. À l'époque, c'était 80 couverts, 70 couverts, au plus calme, avec le personnel, les secrétaires, nous, même qui devons faire à manger pour nous, et même le personnel de service. Au plus calme, c'était ça. Donc il y avait rarement des journées calmes. Et au maximum, on peut être à combien de couverts? Il y a plus de maximum. C'est-à-dire À qu'entre l'Élysée, il n'y a pas de il n'y a maximum. plus de maximum parce que entre les dîners d'État qui oscillent entre 150 à 300 invités avec le personnel en plus, les extras en plus, le personnel de base même, tout le monde. C'est une grande maison, ça paraît comme ça, mais dedans, sa formule doit avoir au moins 800 personnes, si je ne dis pas de bêtises, qui travaillent de manière directe ou indirecte. C'est énorme, c'est énorme. Vous l'avez dit, on rencontre beaucoup de gens du coup à l'Élysée. Donc travailler, la base, c'est avoir l'opportunité de rencontrer par exemple l'équipe de France de football ou encore Teddy Riner. La photo a été prise quelques mois après les JO de Rio. Il avait déjà 2 titres olympiques. Voilà. Que disent 2 Guadeloupéens sur le perron de l'Élysée? Sincèrement, pas grand-chose. Parce que ça encore, c'était vraiment c'était vraiment un concours de circonstances. Je ne devais même pas travailler ce jour-là. Et on m'appelle parce qu'il y a eu un imprévu. Donc moi, je remplace quelqu'un. Et force est de constater qu'on n'a pas la liste des invités quand on travaillait. On sait juste que voilà, il y a ça, il y a ça, il y a un dîner, il y a un événement. Bref, tu viens, tu fais ce que tu as à faire. Mais après, il y a ces petits côtés-là où maintenant, quand on sait et quand maintenant ceux qui sont au service, ils savent, ils font des fois les connexions avec nous en cuisine et on arrive à attraper de belles images, de belles photos. Donc, Teddy Riner, on s'est dit quoi? Bonjour, je suis guadeloupéen. Ah, c'est bien, bravo. Félicitations pour vous aussi. Et puis, voilà, des mots simples. Des mots simples. On va parler de notre vie sur le perron. Mais
Mais des mots simples, mais qui touchent et qui marquent. Oui, bien sûr, parce que deux Guadeloupéens, entre guillemets, à ce niveau, à cet endroit-là, c'est pas commun. Ni lui ni moi sont politiciens. Donc, par contre, là, arriver là, même moi qui travaille, jusqu'à aujourd'hui, c'est une belle expérience. J'en garde de très bons souvenirs. On croise aussi à l'Élysée de grands chefs comme Anne-Sophie Pic, qui est aujourd'hui la chef la plus étoilée du monde, avec 8 étoiles Michelin réparties sur ses 7 restaurants. Est-ce qu'elle a eu le temps de vous donner un conseil? Pas de conseils, mais des moments. Là, je vais dissocier la cuisine du moment. C'est-à-dire que, comme vous dites, elle a eu un parcours extraordinaire. Moi, aujourd'hui, à cette époque-là, je ne sais même pas si je suis conscient du parcours qu'elle avait. Donc, j'arrive avec cette humilité, ce regard frais, sans pourtant être stressé, et qui fait qu'on a quand même bien matché. Parce que j'étais son commis, elle avait des prestations à faire, elle avait son équipe, mais moi je l'accompagnais dans toutes ses démarches parce que le palais c'est grand. Donc savoir où se trouve telle ou telle chose, qu'elle a besoin de telle ou telle chose. Donc moi je suis là pour pouvoir lui faciliter le travail. Et puis voilà, donc sincèrement c'était un bon moment de complicité, un bon moment de partage. Mais après, point de vue on va dire, technique, conseil culinaire, j'avoue, non, faut pas, je ne suis pas galvaudé la chose. On n'a pas échangé vraiment sur ce sujet. Mais c'est vrai que avoir, Mais la voir travailler, collaborer avoir avec elle, travaillé, voir ses équipes, participer à l'élaboration de ces plats, oui, c'est ouf. Extraordinaire, désolé, mais oui. Mais voilà, mais encore une fois, c'est vous qui me dites ça, mais c'est que moi, au moment sur le T, moment, vous... non. En fait, sur le moment, je suis tellement dans ce que je dois faire que j'occulte qui, quoi, comment, pour qui, pourquoi. Je sais juste qu'on m'a donné une affectation, tu es avec elle, tout ce qu'elle a besoin, tu l'aides et voilà. Pour moi, c'est ma mission. Maintenant, après, ce qu'elle était, ce qu'elle faisait, non, il fallait que moi je remplisse ma mission. Parce que moi, je suis comme ça, je suis très. Hein, donc, on me dit, tu fais ça, ben, je fais ça. Et après, qu'elle en ait été très contente parce qu'elle a pu faire ses affaires de manière très à l'aise, sans avoir encore à gauche, à droite. Et Voilà. c'est pas la seule à être très contente parce que toujours en quête, Il faut. vous aviez de bons retours. Vos supérieurs ont eu vraiment des mots d'encouragement et de félicitations à votre égard pour ce passage. C'est ça. Vous êtes né en Guadeloupe. Oui. Vous avez grandi en Guadeloupe. Oui. Vous ne venez pas d'une lignée de restaurateurs depuis plusieurs générations. Clairement pas. Et pourtant, vous avez vécu une expérience aussi exceptionnelle. Alors, comment parvient-on à traverser la rue et à rentrer à l'Élysée? Ça, c'est pour faire le petit parallèle avec. Écoutez, Bon, in fine, on traverse la rue, ça c'est vrai. Vous pourriez accéder. vous confirmez. Vous traversez cette rue. Mais bon, alors, encore une fois, c'est des concours de circonstances qui font que j'étais à Férenzy, c'était un soir, il y avait un dîner au restaurant d'application. J'étais encore embauché dans un palace parisien et j'étais avec des anciennes, des camarades de ma promo. Et donc, nous étions invités à un dîner d'application pour notre promotion. Et donc, nous sommes là, donc nous dînons ensemble, on est un peu 5 sur la table et tout. Et il y a notre chef principal, on va dire, comme principal, mais là, notre chef principal, c'est lui qui nous encadrait durant notre formation à Ferrandi, qui vient et qui nous dit comme ça sur la table, bon, il y a l'Élysée qui recherche un commis qui est chaud, mais de bout en blanc comme ça. Et donc de là, il y a un qui dit qu'il ne peut pas, il y a l'autre qui dit qu'il n'est pas intéressé, il y a l'autre qui dit qu'il est déjà sur un truc, il y a moi. Parfois, on peut ne pas être intéressé par l'Élysée. Chaque personne voit midi à sa porte. Moi, aujourd'hui, quand je suis rentré à l'Élysée, Vous étiez intéressé et vous êtes arrivé. je voulais voir autre chose. Je voulais découvrir d'autres formats. Et c'est arrivé, on va dire, comment je veux sur la soupe, mais je l'ai quand même mangé. J'ai dit ça, ok. Et elle était bonne. Elle était très bonne et jusque avec 3 ans, en 3 ans, j'arrive à faire des choses que de temps en temps, je n'aurais pas pu faire dans un si court laps de temps. Parce que par rapport à d'autres personnes qui en font 5, 10, 20, 30 ans, moi, j'ai eu la chance que d'en faire 3. Mais De vivre ces 3 en ans, accéléré des choses très voilà, fortes. c'était intense. Et surtout de vivre votre passion. Ah bah ça, après, quand on voit des produits comme on en voit là-bas, c'est même plus une passion. En fait, ça devient même plus une passion, c'est ton travail. C'est-à-dire que tu sais pas faire autrement. Mais pour revenir déjà sur votre passion,
Quand ça a commencé? Quand votre passion s'est-elle Alors, affirmée? Là, on remonte déjà à l'enfance. voilà. Donc, on revient en Guadeloupe. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous vous avez dit « je serai cuisinier » ? Je me rappelle pas de cette première fois, mais je me rappelle ce qui a conduit à faire que j'ai envie de faire ce métier. Et ça va paraître bateau, hein, mais c'est encore une fois hein, les repas en famille, voir les grands-mères, les tatis, La la maman? maman, tout le monde quand même. Mais tout ça en train de s'affairer en cuisine pour pouvoir proposer à manger à la famille qui vient et aussi qui ramène des choses, comment on appelle ça encore Christophine, Christophine gratinée, cochon roussi, pois d'Angole, parce qu'on a Noël là. Mais bref, tout ça, tout le monde sait faire en cuisine pour passer un bon moment, un bon dimanche, lors de baptême, de communion, de tout ça. Et de là, tu vois, tu regardes, tu captes les choses, et puis bon, tu te dis, bon, pourquoi pas? Et puis bon, après, c'est vraiment, quand j'ai commencé à faire, on va dire, par moi-même. J'en ai une fois, j'ai voulu faire une pizza et j'étais encore jeune, hein, donc j'avais pas encore les conversions en tête. Donc je vois que sur le paquet de farine, c'est écrit 5 grammes de farine, 20 grammes de sel et tout. Moi, je prends juste, on va dire 200 grammes de farine pour faire ma pizza, mais je mets quand même 20 grammes de sel. Bon, au final, j'ai fait une pâte à sel. J'ai pas fait une pizza. Mais Vous avez appris. voilà, mais j'ai appris. Mais après ça, ma grand-mère était contente parce qu'elle m'a dit, après, tu as tout nettoyé. Donc c'est déjà bien. Mais sinon, j'ai fait tout mon petit commerce et tout sur la table. J'ai taillé ma pâte. Ah oui, ça c'est l'expression bien de chez vous, quoi, fait commerce. Voilà, petit commerce, ça, moment nettoyé. Donc c'est bon. Donc voilà, donc moi c'est ça. À partir de là, et puis surtout, j'aime faire plaisir aux gens. C'est-à-dire que j'aime faire plaisir aux gens et la cuisine, c'est un vecteur qui est pour ça est très fort. Vous aimez faire plaisir aux gens, mais déjà, votre père dit qu'à 9 ans, vous saviez déjà que vous alliez vous inscrire au lycée hôtelier, le lycée des métiers de l'hôtellerie situé au Gosier. C'est ça. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Qu'à 9 ans, vous avez dit à papa, ce sera mon lycée? Alors, à ce qui paraît, parce que ça, c'est une histoire qui est entre mon père et ma mère. C'est vrai que j'ai vu la construction de ce lycée et j'ai vu les tours, j'ai vu le terrain vague, j'ai vu les grues, je me rappelle. Et c'est vrai que j'ai dit que ça serait été moi aussi parce que c'était neuf, c'est joli, c'était l'hôtellerie. Mais encore une fois, maintenant que je fais un parallèle, après toutes les expériences que j'ai passées en cuisine, sincèrement, j'avais aucune idée de ce qu'était la cuisine. Réellement. Réellement. Vous l'avez Je l'ai découvert bien plus tard. Et on va dire que l'appétit est venu en mangeant. Parce que on comprend vite que si dans ce métier on veut évoluer, il faut le faire à un niveau. Faut le faire à un... Mais vous avez gravi les échelons étape par étape. Exactement. Parce que du coup, vous vous êtes en effet inscrit au lycée hôtelier. Vous avez décroché votre baccalauréat là-bas. Vos enseignants d'ailleurs avaient déjà remarqué votre potentiel. Peut-être. Et à 17 ans, vous intégrez donc, vous l'avez dit, Ferrandi, donc surnommé le Harvard de la gastronomie qui forme les plus grands chefs. Ouais. Quel souvenir vous gardez de cette période de formation, ces 3 années à Ferrandi? Ben, j'en garde quoi? Ça encore, ça a tellement été intense. Ça a tellement été... En fait, quand on est dedans, on voit pas la fin. On se dit, mais waouh, c'est long, c'est dur, c'est quelque chose. Et qu'est-ce qui était le plus dur? Le froid ou les exigences des formateurs? C'est un consortium de tout. De tout. Les conditions, les attentes, que ce soit des chefs ou même de la famille, même si ils vous diront que j'avais totalement le droit de faire ce que je veux. Mais quand vos parents vous donnent les moyens de vous permettre de faire certaines études, intrinsèquement, vous avez cette envie de ne pas les décevoir. Donc, on se conditionne. OK, 5h30 du matin, 3 degrés. On y va. On y va. L'eau, elle n'est pas plus chaude que ça, mais on y va. Et c'est parti, sachant que la journée, on l'a peut-être fini, il était minuit, 1h du mat. Il est 5h30 jeudi, 6h. Rebelote, le métro, le froid, le vent. On y va, quoi. Il n'y a pas à chipoter. On y va parce que c'est qu'on est parti pour quelque chose qui est un objectif à atteindre. Moi, j'aime beaucoup travailler à l'objectif. Non pas que j'aime les carottes, mais il y a un sens à ce que je fais. Bouger pour bouger, ça ne m'intéresse pas. Donc, quand je bouge, c'est qu'il y a une logique derrière, il y a quelque chose.
Donc, le truc en question, c'était ben, d'obtenir son diplôme, d'avoir des compétences, de pouvoir acquérir de l'expérience. Et aujourd'hui, ben, je pense que, entre guillemets, Le contrat a été rempli. le Mais compte vous était étiez rentré. tellement focalisé justement à remplir votre contrat que vos amis vous voyaient à peine Ouais. et que c'est votre père, quand il était de passage, qui vous sortait de vos livres et de vos cahiers. Un petit peu beaucoup. Non, c'est vrai, c'est-à-dire que C'était semaine et week-end avec vous. c'était semaine et week-end, il y avait pas, et surtout qu'à l'Élysée, il n'y a pas forcément de pause, parce que, entre guillemets, la vie politique n'avait pas de pause. Et même Ferrandi, entre guillemets, n'avait pas forcément de pause, parce que quand on n'était pas à l'école, on était en stage, quand on n'était pas en stage, on était à l'école, quand on n'était pas à l'école, ben, on était soit en On préparait formation, soit... les prochaines, on va dire, que vous étiez à fond sur vos fiches techniques le week-end. Alors ça, c'est même pas que je voulais, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que quand on arrivait en classe et que le fiche technique n'était pas carré, qu'on ne les avait pas bossés, parce que le chef, il va arriver. Votre recette, vous avez eu 3 4 jours pour l'assimiler, vous avez fait vos bonnes commandes, tout ce qu'il y avait à faire. Maintenant, tous les éléments sont là, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as essayé de comprendre sur le papier, maintenant, réalise-le en réel. Et c'est là où je trouve que la vie, c'est quelque chose de magnifique. Parce que c'est toujours, on part d'une idée et on finit sur du réel. Et ce réel arrive à procurer des émotions à des gens qui, de base, est à des années-lumière de ce que nous, on a pensé. Donc ça, pour moi, ça, c'est une magie, je trouve. Et la magie commence parfois avec un objet que vous avez choisi de partager avec nous ce matin. Cet objet, c'est un couteau. C'est ça. Oui. Dites-nous pourquoi vous avez choisi ce matin de partager avec nous cet objet, ce couteau. Voilà. Donc, ce couteau, le couteau, les couteaux en général, parce qu'en cuisine, il y en a beaucoup. Là, aujourd'hui, par exemple, on est sur un désosseur. Cependant, il y a les minceurs, il y a le couteau d'office, il y a le couteau à trancher, il y a le couteau scie, il y a le couteau à génoise, le couteau à pain. Les différences. Il y a des couteaux. C'est très minime. Mais, non, mais par contre, sur le couteau, je passais longtemps à parler des couteaux. Parce qu'en fait, pour moi, le couteau, c'est mon petit travail, c'est ce qui ramène à manger. J'ai coutume de dire, c'est ce qui ramène à manger. D'accord? Donc, concrètement, si moi, j'ai pas de couteau, je me sens pas à l'aise pour travailler, que ce soit dans un emploi fixe, que ce soit dans un extra, que ce soit même pour une prestation privée, que ce soit même pour moi. Si j'ai pas mes couteaux à moi, j'aime pas. Parce que d'une part, mes couteaux à moi sont très aiguisés. Parce que je déteste utiliser. Ils sont japonais? Eux, ils sont japonais. Bon, je sais, il n'est pas japonais aujourd'hui. Celui-là n'est pas japonais, mais les vôtres sont japonais. Mais les miens sont japonais. Pourquoi? Bah parce que bon, l'acier est beaucoup plus dur et l'affûtage reste un peu plus longtemps. Et surtout, ils sont beaux. mais surtout, en fait, ils ont un tranchant qui sont pas comparables. Donc voilà, déjà pour ça. C'est pas des couteaux qui coûtent les moins chers, malheureusement. Mais c'est l'investissement pour la qualité. Mais ils durent longtemps. Donc au final, ça revient à peanuts. Et donc aujourd'hui, pour moi, le couteau, c'est vraiment l'outil qui, moi, me permet de travailler. Autant un médecin, je sais pas, ça va être son stéthoscope ou voilà. Autant vous, c'est vos caméras. Autant moi, si j'ai pas un couteau, je suis pas à l'aise pour travailler. Comme là, on filme pas à l'iPhone. Donc voilà, donc il y a des vraies caméras, il y a des vraies choses. Donc pour moi, c'est un couteau. Et si je suis chez quelqu'un d'autre et qu'il y a un couteau qui est pas truc, j'aurais même peur de me blesser avec. Donc c'est même pour ça que je ne vais même pas utiliser. Vous pourriez même pas travailler. Clairement. En tout cas, vous êtes donné aussi pour objectif de faire briller la cuisine créole en France et à l'étranger. Il y a quelques semaines, vous avez intégré le cercle gastronomique des chefs créoles lors d'une cérémonie officielle à Paris. Aujourd'hui, quand on va au supermarché, on peut acheter des acras. Il y a des ateliers culinaires gastronomie créole. Il y a eu à Paris un salon de la gastronomie des Outre-mer pendant une dizaine d'années. Est-ce qu'il existe encore des freins à la valorisation de la cuisine créole? Aujourd'hui, je dirais qu'il y a un travail qui est fait. Récemment, j'ai vu qu'il y avait les sésames de la gastronomie qui sont là. Je vois qu'il y a pas mal de presse écrite, bien papier glacé, de beaux formats qui mettent en valeur des chefs de Guadeloupe ou même des Antilles plus globalement. Et aujourd'hui, je pense qu'on est sur une bonne dynamique pour la mettre en valeur. Avant, je dirais que c'était vraiment un public de connaisseurs qui avait ses adresses, qui avait ses habitudes chez tel ou un tel. Donc voilà, au fur et à mesure, on les a connus parce que voilà. Mais aujourd'hui, si les médias, après c'est depuis l'époque Top Chef aussi, hein, donc que les médias se sont intéressés aussi à la cuisine, qui ont fait que nous, avec malheureusement, un peu de délai, on a aussi emboîté le pas et qu'aujourd'hui, cette cuisine, elle est mise en avant. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que
Elle est bonne, la cuisine créole. Faut pas... Mais est-ce qu'elle est intégrée aujourd'hui dans la gastronomie française? Ben, pour moi, je pense pas qu'elle soit intégrée. Et quand je dis ça, c'est pas méchant. C'est-à-dire qu'elle a tellement sa singularité, comme toutes les cuisines, qu'on ne peut pas la mettre avec une cuisine et dire qu'elle fait partie d'eux. Parce qu'elle a son histoire, elle est métissée. Comme la cuisine française a ses influences, elle, la cuisine créole, elle a les siennes. Et que les Qu'on siennes les sont rappelle, elles sont amérindiennes, amérindiennes, africaines, indiennes, haïtiennes. européennes. Voilà, parce que malheureusement, il y a eu l'esclavage. Donc, l'histoire, qu'elle est écrite. Donc, par rapport à toutes les vagues d'immigration, toutes les vagues d'importation, même de déportation, tout ça fait que tout le monde a ramené son petit truc et tout le monde a fait sa petite tambouille et c'est arrivé à une cuisine. C'est ça. Quelle différence vous faites entre justement les plats qu'on va faire à la maison et la gastronomie, enfin en tout cas ce qui est proposé par un restaurant gastronomique créole? Est-ce que ce sont les produits haut de gamme? Est-ce que c'est la présentation? Est-ce que c'est les recettes? Alors, je dirais que c'est là où ça devient très technique. Parce qu'on est sur une cuisine que tout le monde, entre guillemets, fait et maîtrise. Parce que voilà, tout le monde sait faire plus ou moins au Colombo, tout le monde arrive à faire plus ou moins sa tambour chez lui. Maintenant, nous, quand on est dans un restaurant, on se doit de présenter quelque chose de carré au client. On ne peut pas donner quelque chose que le client est capable de refaire chez lui. Sinon, autant qu'il ait mangé chez lui et qu'il ne nous paye pas. Et ce n'est pas la logique, et c'est pas la logique de la chose. Sachant que chez lui, il aura la quantité. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Dans nos îles, on aime la générosité dans les assiettes. Donc voilà. Voilà. Donc, faut qu'on trouve justement ce juste milieu entre quantité, entre saveur, entre goût. Et que moi, aujourd'hui, tous les chefs, en tout cas, ont à cœur de mettre le goût et de mettre la présentation au cœur de cette cuisine. Parce que si aujourd'hui, je vous fais le même colombo que vous faites chez vous, quel est l'intérêt d'aller au restaurant? Donc moi, je dirais que c'est vraiment la présentation, le goût et surtout d'utiliser, on va dire, des produits qui sont des fois un peu plus high-tech, sur un peu de désir que ce qu'on aurait utilisé à la maison. Quel chef cuisinier pour vous symbolise aujourd'hui cette tradition culinaire créole? Aujourd'hui, je dirais le chef Joël Kishna. Le chef Joël Kishna, il a eu un très beau parcours culinaire et aujourd'hui, il est arrivé dans une phase où il est dans une phase de transmission, mais voilà, j'ai eu l'opportunité de travailler avec lui quelques fois. Et là maintenant, il transmet, il est là à encadrer les jeunes, à les aider, à les pousser. Et voilà, donc pour moi, oui, ce chef représente bien tout cela. On peut citer aussi par exemple Marcel Ravin, 2 étoiles Michelin, qui Oui. allie cuisine caribéenne et méditerranéenne à Monaco. Vous avez parlé tout à l'heure des sésames de la gastronomie. Jimmy Bibrac a été sacré meilleur restaurant 2025, meilleur restaurant gastronomique Antilles-Guyane. Est-ce que ces 2 chefs que je viens de citer, est-ce que vous les avez déjà rencontrés par exemple? Alors, rencontrer Marcel Ravin, non. J'ai mis Bracouille, j'ai été manger aux épices, donc sur ça, il y a pas de problème. Après, bon, pourquoi j'ai dit jouer Kishna? Parce que bon, j'étais vraiment centré Guadeloupe et vraiment avoir un chef avec qui j'ai eu une vraie collaboration. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a Mais il y a une dynamique en tout cas. il y a une dynamique. C'est sûr qu'il y en a des qui sont un peu plus dynamiques que d'autres, mais en tout cas, ce qui est sûr, Marcel Ravin, j'aurais voulu travailler avec lui à l'époque de Ferrandi, même en stage. Mais c'est vrai que des fois, faire transiter des élèves, c'est un peu plus compliqué. Et voilà. Mais bon, et encore une fois, j'étais aussi dans une dynamique d'apprentissage. Et je me disais qu'à mon époque, et avec le niveau que j'avais, je pensais aujourd'hui ne pas pouvoir être légitime à travailler là-bas. Donc c'est pour ça que des fois, je regarde Vous avez été quand même légitime à travailler à l'Élysée. ça, c'est le débat. Finalement. En fait, c'est-à-dire que C'est le regard que vous portiez sur vous-même à l'époque alors. sur moi-même à l'époque et surtout sur le fait que quand j'ai su ce qu'il faisait à Monaco, qu'il travaillait qu'avec Ducasse, que c'était déjà une dynamique très, très gastronomique, ce que je voyais. Donc dans ma tête, je me disais que j'ai peut-être pas tout ça. Mais ce que l'Élysée, je suis arrivé avec aucune a priori. Je suis arrivé, bon, ça sera un nouvel emploi et en fait, je l'ai pris différemment. Et c'est peut-être ma chance qui a fait que j'ai réussi à durer, mais je l'ai pris différemment. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu de barrière à l'Élysée, ou bien que je m'en suis mise par là, tout simplement. En tout cas, vous avez pu un peu proposer des plats gastronomiques créoles, des idées autour de la gastronomie créole quand vous étiez à l'Élysée? Honnêtement, j'en ai pas souvenir et honnêtement, je pense pas vraiment. Je pense pas Ça vraiment. peut être un prochain axe de travail. Ça peut être, mais c'est vrai que j'ai pas forcément eu
eu cette largesse ou même cette envie, tellement c'était intense. Comme je vous dis, on n'y allait pas pour rigoler, entre guillemets. Il y avait vraiment du boulot, donc il fallait vraiment faire ce qu'il y avait à faire. Au risque de me répéter, c'était vraiment carré. Donc, sincèrement, que voilà, Mais ça montre aussi que du coup, on a des marges de manœuvre en ce qui concerne la valorisation de la gastronomie créole. Clairement. On peut arriver jusqu'à l'Élysée. On peut. Et surtout, avec les techniques qu'on a apprises, on peut les transposer sur cette cuisine et proposer quelque chose de différent. Peut-être pas dans le, comment je peux dire ça, dans le visuel, mais dans l'approche, dans comment on va peut-être réinterpréter quelque chose, mettre une épice, faire différemment une sauce pour avoir un certain goût ou une certaine brillance, une appense. Mais voilà, avec des techniques de la gastronomie française, on peut travailler la gastronomie créole et justement la faire franchir ce pas ou continuer à la faire progresser. Ça, c'est l'objectif que vous êtes donné justement au cercle gastronomique de la gastronomie créole. Vous êtes engagé aussi auprès des jeunes dans les questions de transmission des scolaires. Est-ce que les saveurs de notre territoire sont défendues aujourd'hui par les jeunes générations ou ces saveurs sont-elles menacées de disparition? Parce que changement de goût, parce que changement d'habitude alimentaire. Aujourd'hui, si je dois parler par rapport à mon prisme, je trouve que les saveurs sont en train de se perdre. Parce que les gens sont habitués à manger maintenant une nourriture de confort. Une igname, c'est pas confortable à manger. On va pas se voiler la face. C'est gros, c'est dur, c'est pas joli. Même dans un restaurant, on vous dit igname cuit à l'eau avec une morue. Il faut pas kiffer. Ça, c'était le plat de mamie, quoi. Maintenant, comme je dis, technique culinaire gastronomique française, cuisine créole, on prend l'igname, ça reste un tubercule, on la travaille comme une purée qu'on pourra monter au beurre noisette, on fait une purée d'igname au beurre noisette et tout de suite le côté beurre noisette. Tout de suite on a faim. On rentre déjà dans un autre parce qu'on a travaillé l'igname comme une purée de pommes de terre qu'on aurait pu faire pour la cuisine gastronomique, mais avec un produit qu'on a ici, mais avec une technique qu'on a appris de l'extérieur. Donc c'est pour ça que je dis que le parallèle, il peut être fait et doit être fait vraiment sur la technique. En tout cas, 2025 est une année importante pour vous. C'est l'année de l'ouverture de votre premier restaurant Les Trois Potes, restaurant de viande. D'ailleurs, nous sommes installés justement dans ce restaurant, à quelques centimètres, c'est même plus mètres, de la cuisine où vous allez officier sous les yeux des clients. Dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait d'ouvrir son premier restaurant? Honnêtement, du stress. Du stress, moi je suis très honnête, je vais pas cacher les émotions. C'est du stress parce que il y a des investissements qui sont faits déjà par rapport à ça, par rapport aussi au fait qu'on va proposer une cuisine autour de la viande, donc viande que tout le monde fait. Donc si on le fait et si on s'est mis à vouloir le faire, donc on doit pouvoir y apporter une plus-value. Donc apporter cette plus-value. Derrière, c'est magnifique d'avoir eu ce projet depuis le début, parce qu'ils sont comme donc, les trois potes, trois associés, on s'est rencontrés, ça a matché, il y a une belle émulsion qui a pris entre nous, et jusqu'aujourd'hui, qu'on arrive à se nier à ça, en fait, tout simplement, parce que, encore une fois, comme je dis, la cuisine, ce qui est magnifique, c'est qu'on parle beaucoup de théorie, on pense beaucoup, on écrit beaucoup, on réfléchit beaucoup. Mais au final, quand les décisions sont prises, de voir que ce qu'on a réfléchi et que ce qui est réalisé s'emboîte parfaitement, c'est qu'on n'était pas dans le faux. Il y a du stress et un peu de bonheur alors. Hein? Il y a du stress mais aussi un peu de bonheur face à la réalisation. Alors. Oui, bien sûr. Le bonheur, il arrive, on va dire vraiment, vraiment après. Parce que, encore une fois, le stress arrive parce qu'on sait qu'on a des prérogatives qui sont importantes, qu'on va bientôt ouvrir, que les clients doivent être satisfaits, qu'on doit justement justifier le comment du pourquoi de ces investissements et du comment du pourquoi de ce choix. Donc, tout ça dans sa tête, ça se bouscule un petit peu. Et aujourd'hui, voilà, le bonheur, il arrivera. Justement, le choix. Comment pouvez-vous décrire votre cuisine ici au Trois Potes? Aujourd'hui, ça va être une cuisine où la viande sera respectée. Sincèrement, on va mettre les termes. Où la viande, elle sera bien faite, elle sera bien cuite, elle sera goûtue, qu'elle sera bonne. Voilà, c'est vraiment parce que
quand on mange, des fois, certains endroits ou certaines viandes, moi, en tout cas, je ne suis pas content. Et qu'aujourd'hui, les associés ont goûté ma cuisine, ont goûté ce que je faisais avec des vins. Ils m'ont dit, bon, ben, on n'était peut-être pas parti principalement sur ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc à faire et voilà. Donc, Quel est votre plat préféré sur la carte? moi, aujourd'hui, côte de bœuf. Sur la carte des Oui, restaurants Les Trois Potes. côte de bœuf. Très bien. La côte de bœuf, parce que bon, c'est un très beau morceau. J'aime beaucoup la viande et la manière dont moi je la travaille me donne envie de la manger, même si ça sera pour les clients. Très bien, donc on a noté, quand on viendra, on reviendra Et c'est pas, manger ici, on prendra la côte de bœuf. et c'est pas une côte de bœuf, c'est vraiment une vraie côte de bœuf de 1,2 kg, bien épaisse, avec l'os. D'accord, donc il faudrait avoir jeûné 2 jours avant. Ou venir à deux, ou à trois, ça dépendra de l'appétit des gens. En tout cas, ouvrir son restaurant, c'est se placer dans la course aux distinctions tout de même. Est-ce qu'il y a un prix que vous rêvez de décrocher? Les prix gastronomiques, il y en a beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous rêvez de décrocher? Pas Honnêtement, forcément dans l'immédiat. oui, mais après, honnêtement, je cours pas derrière les prix. Dans le sens où les distinctions, si elles arrivent, elles arriveront. Parce que si on reste focus dessus, c'est le meilleur moyen de les rater. Donc, on fait ce qu'on a à faire, on fait ce qu'on sait faire, et malheureusement, tout est dans la nature. Donc, s'il y a un critique qui doit venir, s'il y a une personne influente du domaine qui doit venir, s'il y a une décision qui devait être prise de mettre l'auréat sur de me mettre l'auréat sur telle ou telle chose, ben, que grand bien se fasse, j'ai envie de dire. Mais je ne suis pas quelqu'un qui court derrière, honnêtement. Je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que je sais faire. Ça prend pas, ben, dommage, mais je fais en sorte que ça prenne. Depuis le début de votre carrière, d'ailleurs, vous ne manquez pas d'opportunités dans le monde du luxe. Il y a eu le Ritz, il y a eu le Peninsula. Votre ami Stevie a d'ailleurs une question pour vous. Salut Nathan, j'espère que tu te portes bien. Alors, j'ai une petite question à te poser et réponds-y sans détour. Est-ce que un jour tu comptes revenir vivre en France? Honnêtement, non, je sais pas. Je sais pas, c'est pas, au moment de ma vie, c'est pas du tout quelque chose qui m'attrait. J'ai déjà passé 10 ans en France, ouais, ça, je pense avoir fait mon temps. Paris, c'est très dynamique. La France, globalement, c'est quelque chose de très dynamique. Euh, Aujourd'hui, la vie que j'ai ici avec ma femme, mes enfants, et quand je vois ma fille tous les jours faire de la voile et tout, tous les mercredis faire de la voile, c'est un bonheur qu'on. C'est c'est tellement palpable que j'ai pas envie de le retirer ça. Mais pas pour moi, je parle vraiment avec la vie que j'ai construite. Donc aujourd'hui, non, c'est pas quelque chose qui, de prime abord, m'intéresserait. Maintenant, comme je dis souvent, rien n'est immuable. Donc dans la vie, il y a tout qui peut changer. Donc voilà. On l'entend, votre famille est un pilier de votre réussite. C'est un pilier de ma réussite, c'est un pilier même qui m'apaise. C'est-à-dire que dans ma tête, je peux être chaud en cuisine, je peux être chaud sur pas mal de choses, mais si je sais que la famille, elle est à l'abri, elle est tranquille, qu'il manque de rien, moi je peux être chaud là, c'est parfait. Mais si ils sont en galère, ça devient plus compliqué. Votre compagne, d'ailleurs, est-ce qu'elle elle a l'occasion encore de cuisiner à la maison ou c'est vous qui vous occupez de tout? Bon là maintenant, faut pas que je monte parce qu'elle le verra, mais honnêtement, à la maison, c'est pas un restaurant. C'est pas un restaurant parce que je cuisine déjà tellement, on va dire, pour les gens, parce que c'est comme ça que je parle à ma fille, que quand je suis à la maison, on va vraiment à l'essentiel. Et que soit limite on mange à l'extérieur, ou soit ben, quand papa est bien luné, a bien dormi, a vraiment une envie, allez, why not, on fait un truc sympa. Même si c'est à minuit. Oh, il n'y a pas d'heure pour ça. Il n'y a pas d'heure pour avoir une Pour moi, il n'y a envie. pas d'heure. Des fois, ça peut être, je peux commencer très tôt le matin pour manger à midi, je peux commencer à 15 heures pour manger à 18 heures. Si l'envie est là, si tout est là, on y va. En tout cas, famille, boulot, ouverture d'un restaurant. Est-ce qu'il vous reste encore du temps pour d'autres passions? Par exemple, la randonnée. On sait que vous aimez marcher. Ouais, ça, j'aime marcher. En fait, j'aime bien la nature. J'aime bien marcher. Bon, ça se voit pas trop maintenant. Mais j'avoue que c'est des choses que j'aime bien. Découvrir des rivières, découvrir des chutes. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Et puis, Vous avez encore le temps? compliqué. Compliqué. Même le fait que j'aime aussi la mer, faire de la voile. Ma fille fait de la voile parce que moi aussi, j'aime faire de la voile. Mais malheureusement, des fois, ça colle pas. Donc, elle le fait, je regarde, j'aime bien. Donc, ça, Vous avez l'impression que c'est vous. par procuration.
En tout cas, nous arrivons à la dernière partie de notre émission appelée Sur le divan, que nous avons renommée à cette occasion Sur le grill. D'accord, Est-ce carrément. que vous êtes prêts à suer? Je suis là pour ça. Donc, c'est un quiz. Je vous pose des questions, je vous propose des options et vous me donnez, j'espère, la bonne réponse. Un quiz, bien sûr, gastronomie. J'espère. On va Première voir si question je suis bon. facile. Enfin, normalement. Quel mets incontournable de la gastronomie créole a un nom différent en Guadeloupe et en Guyane? Mais c'est le même mets. C'est pas le matete à crabe, un truc comme ça? Alors, non. Non. C'est une question mise en bouche. Mise en bouche. Honnêtement, je l'ai pas. Je sais pas du tout. Accra, Un crabe? qui s'appelle marinade. Alors, on dit accra en Guadeloupe et on dit marinade en Guyane. Bah, j'ai tellement vu les deux ici que je me suis jamais posé la question. C'est vrai, en Guadeloupe, on dit les deux. C'est vrai. Et que on fait même la distinction que marinade, c'est vraiment, on va dire, les légumes vraiment finement hachés, mélangés et tout. Et que la crasse, c'est vraiment la pâte avec l'amour. Donc moi, c'est la seule distinction que j'aurais faite. Mais je ne savais pas qu'en Guyane, il l'appelait comme ça. Là, limite, encore une fois, on finit jamais d'apprendre. Donc, Voilà. là, maintenant, Et le c'est quiz n'est acté. pas fini, donc peut-être que vous allez apprendre d'autres choses. On reste en Guyane. Quel plat typique de la Guyane est un bouillon à base de fruits? Alors, deux propositions. Le bouillon de ramboutan ou le bouillon d'arawa. Il y a deux options, on y va. Ah, c'est un peuple, donc en bouton. Non, C'est l'inverse. non, c'est le bouillon d'arawa, Ah ouais? qui est donc le fruit orangé d'un palmier. Ok. Et c'est un plat consommé particulièrement à Pâques. D'accord. Encore une fois, je ne savais pas. Merci pour la Guyane de m'apprendre de... Troisième question. Quelle spécialité martiniquaise, donc là on se rapproche de la Guadeloupe, Merci. est à base de pain rassis? 1. Le boudin créole. 2. Le trempage créole. Désolé, là, quand même, le boudin créole, dedans, il y a du perassi. Donc, je dirais le boudin créole, là, quand même. Alors, je reconnais que c'est une question piège. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est les deux. Les deux, il y a du pain rassis. Le trempage créole, donc c'est courbillon de morue versé sur du pain rassis, disposé sur des feuilles de bananier et garni d'avocat et de banane. Ils font ça en Martinique? Ils font ça en Martinique. Eh ben voilà. Vous voyez? On voyage avec Divan et Digo. Clairement. C'est pas fini. 4. Quel poisson se mange à l'heure de l'apéritif, particulièrement en Martinique? 1. Le balaou. 2. Le thon. Là, franchement, si j'ai faux, ben là, franchement, faut arrêter. Là, c'est le balaou. Là, c'est beau quand même. Le balaou frit, bravo! Là, quand même. Ou les coulirous frits aussi, qui est une autre espèce qu'ils aiment aussi. Ok. manger. Et en Guadeloupe, maintenant? Le Guadeloupe, Non! Là, on reprend l'avion et on part à la Réunion. Ah, ok. Normalement, vous devriez pouvoir répondre, C'est puisque chaud. votre compagne vient de la Réunion. Oui. Donc, vous êtes là, elle vous regarde. Là où elle se C'est vraiment sur le grill, hein, à ce moment-là. Là, vous suez, là. Vous petit peu, sentez là. les gouttes. Alors, que nomme-t-on le grain? 1. Le piment. 2. Les légumes secs haricots. Les légumes secs haricots. Ah, Là, quand bonne même, réponse. si c'est ça, je me trompe, ben là... Vous rentrez plus ce soir. Ah, ben là, clairement. Alors, prochaine question, qu'est-ce qu'un zambrocal? Est-ce que c'est un gros bocal où on stocke des épices ou c'est du riz qui est cuit avec du grain? Voilà, quand même, je vais quand même partir sur le riz avec du Très bonne réponse. quand même. 7e question, qu'est-ce qu'un macacha? Macacha, donc ça, c'est un pain de la Ne Réunion. vous avez pas entendu que je vous fasse les propositions. Ah non, mais là, là, ça va, la Réunion, là, Là, vous êtes chaud. Si je me rate, là, c'est chaud. Alors, dites-nous. En fait, c'est un pain sucré à base de chocolat blanc. C'est un pain sucré, je dis. Voilà, c'est exactement ça. Donc, la proposition, c'était soit un petit pain sucré, soit le nom d'un rhum arrangé. Et Voilà. bien sûr, vous avez eu la bonne réponse. Voilà. 8e question. On va augmenter maintenant le niveau de difficulté en parlant littérature et cuisine Waouh. avec les auteurs d'outre-mer. Marie Scondé a choisi de parler de 1. Victoire, les senteurs et les mots ou 2. Victoire, les saveurs et les mots. Alors là, cette question, sincèrement, je suis pas un grand lecteur. Donc là, Non, mais c'est- il faut choisir. Donc, Ben- victoire, les senteurs et les mots ou victoire, les saveurs et les mots. On parle de cuisine. Je dirais saveur. Je dirais saveur. ben Mais c'est- voilà. mais très honnêtement, malheureusement, les seuls livres que j'arrive à digérer, c'est les livres de cuisine. De cuisine. Alors ça, pour le coup, on m'a dit que vous les digérez très bien. Ouais, ça, c'est pas Et vrai. beaucoup.
Je peux rester dedans. Mais ça fait partie de notre patrimoine. La cuisine, c'est notre patrimoine. La littérature aussi, c'est vrai. avec nos auteurs. Donc, on va quand même continuer. On va voir si vous arrivez quand même à vous en sortir. C'est pointu là. On va essayer. D'ailleurs, ceux qui nous regardent peuvent aussi essayer, en même temps que vous, de trouver la bonne réponse. Raphaël Confiant nous raconte l'histoire, 1, du commandeur du sucre ou 2, du commandeur du caféier. Alors là, plouf, je serai le caféier? Non, même pas du sucre. C'est du sucre, c'est des commandeurs du sucre. Et dernière question, André Schwarzbart nous propose 1, un plat de porc aux bananes vertes ou 2, un plat de thinin à la morue. Alors, la spécialité devrait vous aider, sachant que André Schwarzbart s'est installé en Guadeloupe. Alors, la spécialité de... C'est une mori, parce que c'est martiniquais de base. Mais c'est installé en Guadeloupe, j'essaie de vous aider. Donc, c'est un plat de porc aux bananes vertes. Ok, d'accord. De porc, pardon, aux bananes vertes. Voilà, là, j'ai vraiment été grillé. Là. J'ai vraiment été grillé. Mais en tout cas, merci de vous être prêté au jeu. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir partagé ces confidences. Nous nous retrouvons bientôt avec un nouvel invité. N'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux pour ne rien rater. À bientôt.